Eh bien, salut, je suis ravi de vous retrouver dans tant de chaleur et, et de voir vos visages, merde, l'année prochaine peut-être. On va parler contrat d'API, spécification d'API, mais avant de faire tout ça, je voudrais juste que vous m'indiquiez, parmi vous, ceux qui ont déjà lu une documentation d'API, ici, que je sache. Ok, il y a quelques développeurs, c'est bon. Qui a déjà écrit une documentation d'API, ici? Qui a déjà aimé écrire une documentation d'API? S'il y en a un, je l'embauche. Venez me voir à la fin. Je m'appelle Sébastien Charrier. Vous pourrez me trouver, que je me mette bien, sur S Charrier sur Twitter. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant, après. Je réponds toujours avec grand plaisir. Je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Bump, bump.sh. On fait deux choses. Si vous aimez la gueule qu'a la doc de Stripe ou de Twilio, ce genre de choses, on permet d'avoir ça avec un Swagger ou un OpenAPI. Et on fait du diff automatique, c'est-à-dire qu'on est capable entre deux versions de votre API de vous dire attention, qu'est-ce qui a changé. Donc si vous voulez tester, que vous nous indiquez que vous venez de Tourentech, on vous offrira des mois gratuits. Ce sera avec plaisir. Mais c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. On va vous parler de construire des API en design first avec des spécifications. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais simplement faire une toute petite intro sur le fait que en 2022, on en est toujours au même point, c'est-à-dire que dans le monde parfait, on devrait ne pas avoir besoin d'écrire des docs d'API, on devrait ne pas avoir besoin d'écrire du code qui permet de consommer les API, parce que dans un monde parfait, ces systèmes seraient capables de se communiquer entre eux tout seuls. Il se trouve que c'est toujours pas le cas. Il se trouve qu'en 2022, on écrit toujours des API pour des humains, parce que même si c'est bien du code qui vient les consommer, c'est bien nous, êtres humains, qui devons les écrire et publier tout ce qui va bien derrière. Je me souviens, moi, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, de la difficulté qu'on pouvait avoir quand on parlait de tests unitaires dans les entreprises. Je me souviens à quel point c'était challengé, c'est-à-dire est-ce que ça a vraiment de la valeur. Je me rappelle, moi, personnellement, de la première fois où j'ai demandé à mon boss si je pouvais écrire du test unitaire. Il m'a dit évidemment, aucun problème, prends tout le temps que tu voudras pour le faire. C'est genre... Aujourd'hui, je pense qu'ici dans cette salle, on est beaucoup à savoir, à avoir pris conscience du fait que écrire du test unitaire, du test d'intégration, c'est pas un truc en plus, ça fait partie du job, c'est comme ça. Dans l'univers des API, c'est un petit peu différent, et en particulier autour de la doc. Pour une bonne raison, c'est que la documentation publique d'une API, c'est avant tout un outil marketing. Et comme c'est un outil marketing et que les mecs du marketing ont du pognon, ils investissent là-dessus. Ils vont investir en personnes, ils vont investir en outils, ils vont investir en design. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des super docs d'API qui sont super bien faites, vachement bien rédigées, toujours à jour, pas de problème. Quand on parle de doc d'API privé, on n'est plus sur un outil de marketing, on est sur un outil d'aide à la productivité des développeurs. Et c'est là aussi un sujet qui importe énormément dans les boîtes. Ça devient beaucoup plus compliqué pour ce genre de choses, pour négocier du temps pour faire ça. Et puis en vrai, soyons très clairs, c'est pas forcément toujours quelque chose qui nous amuse à faire. Donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des boîtes avec lesquelles je parle, on se retrouve avec des docs qui sont pas à jour, qui sont difficiles à trouver, dans lesquels il manque des bouts, avec des exemples qui ne fonctionnent pas. Tout ça quand il y a des documentations d'API, parce que bien souvent, il n'y en a même juste pas du tout. Et c'est pas le seul problème. On a eu une très bonne idée d'inventer le principe des microservices. Et donc, au lieu de se retrouver avec cette problématique sur une API, on se retrouve sur 10, 50, 100, 300, 500. C'est globalement un peu la merde. Je vous laisse 2 secondes si vous... Ouais, c'est bon, on lit bien pour lire cette magnifique petite BD de Comic Strip. Parce que oui, c'est pas qu'une question de documentation. Coucou, on a changé l'API et ça pète en prod, qu'est-ce qui se passe? Alors on a tous trouvé plein de hacks pour faire ça, hein. On vient pinguer les gens directement sur les pull requests, on écrit des changelogs à la main dans des wikis, on ping sur Slack, on en parle dans des meetings, des fois autour d'un café parce qu'on avait oublié de le dire avant. Mais globalement, on le voit bien, on a toujours des problèmes là-dessus. Pourquoi est-ce que ça déconne? Pourquoi est-ce que ça merde tout le temps? J'ai une idée assez précise de la réponse. C'est parce qu'on considère souvent que c'est qu'une problématique de doc. Et c'est bien au-delà d'une problématique de doc. C'est une problématique de design, d'abord. C'est une problématique de partage de connaissances dans les boîtes.
c'est une problématique de propagation et communication des changements dans vos API, une problématique de test continu et de validation continue. En fait, ce n'est pas une problématique de doc, c'est une problématique de synchroniser tout un écosystème et humain et d'outils autour des API que vous concevez. Et pour être le meilleur médium pour ça, pour nous aider à ça, il y a un concept qui n'est pas du tout nouveau, mais qui a explosé je dirais dans les 7 dernières années, qui est le principe de spécification d'API. Si vous cherchez aujourd'hui sur Google qu'est-ce qu'une spécification d'API, vous allez tomber sur ce genre de définition. Globalement, on vous explique qu'une spec d'API, c'est un document qui décrit tout ce qu'on peut faire avec une API, donc toutes les entrées, tout ce que vous allez pouvoir lui demander de faire et ce qu'elle va vous retourner. Alors il y a un petit abus de langage là-dessus, c'est-à-dire qu'une spécification d'API, c'est pas ça, ça c'est une définition d'API ou un contrat d'API ou un document d'API. La spécification, c'est le langage commun qui nous permet à nous, développeurs, d'écrire ces définitions-là. Dans l'univers REST, donc dans l'univers des API REST, il y a eu une espèce de petite bataille. Quand j'avais diffusé la première fois cette slide, c'était au mois de septembre, tout le monde venait de voir Switch Game. Ça vieillit vite, Netflix. Il y a eu une grosse bataille pendant plusieurs années entre trois grandes specs, Blueprint, Ramel, OpenAPI. Il y en a clairement une qui a gagné. Alors vous la connaissez peut-être pas sous ce nom-là, vous la connaissez sous le nom de Swagger. Je vous passe le pourquoi. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Swagger. Non, en vrai, je vous le passe pas. C'est un truc dégueulasse de marque qu'ils n'ont pas voulu redonner à la communauté open source derrière. Enfin, bref. Aujourd'hui, Swagger ne s'appelle plus Swagger, ça s'appelle OpenAPI. C'est vraiment la prolongation de Swagger que vous pouvez connaître. Et quand je dis qu'ils ont gagné la bataille, c'est qu'en fait, concrètement aujourd'hui, ça représente plus de 80% des API REST qui sont documentés avec un contrat d'API. C'est du Swagger. C'est de l'OpenAPI. Donc si vous devez vous poser la question, aujourd'hui c'est sur celui-ci qu'il faut aller. Après potentiellement il y en aura, ça évoluera, mais en 2022 c'est vers ça qu'on utilise pour faire de la spec d'API REST. Concrètement, c'est quoi une spécification OpenAPI? C'est un fichier JSON ou YAML dans lequel on a un certain nombre d'éléments, des infos globales sur l'API en cours qu'on est en train de décrire. Un bloc de serveur, ok, mon serveur de prod il est à tel endroit, mon serveur de staging il est à tel endroit, mon serveur de dev il est à tel endroit. La partie la plus importante, Pass et Webhooks, dans lesquels on va pouvoir décrire tous les endpoints de notre API et tous les webhooks si notre API va venir envoyer des événements à d'autres API. La partie sécurité qui permet de décrire quel type d'authentification il y a, comment ça marche, c'est quoi le process pour s'authentifier. Une partie tags qui est vraiment orientée contenu et des composants qui sont un espèce de dictionnaire qui permet de réutiliser toutes les parties de l'aspect qu'on va vouloir dupliquer. Je vous explique, qu'on ne va pas vouloir dupliquer justement. Je vous explique ça juste après. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des trucs. Il est midi, je ne sais pas si vous avez mangé, mais si c'est le cas, ça va vous achever. Juste sur cette partie pass qui est la plus importante, qui est vraiment l'endroit où on décrit ce qu'on fait dans l'API. Là, je vais vous donner un petit exemple. Donc ici, je décris que mon API REST à un endpoint user sur lequel je peux envoyer une requête de type post pour créer un nouvel utilisateur. Je vais lui décrire quels sont les paramètres que je dois passer à mon endpoint, le body. Donc là, globalement, je vais me retrouver avec un objet utilisateur que je vais lui envoyer et les réponses que l'API va pouvoir me donner. Si je rentre vite fait dans la partie réponse, à la création de mon utilisateur, si tout s'est bien passé, elle va répondre une 201. Si mon utilisateur est pas bon et les données sont pas valides, on va répondre avec une 422, une 500, là c'est la merde. Et si vous descendez ici dans le cadre d'une 201, vous allez voir que l'API répond en JSON à un schéma qui correspond à mon user. Donc là ici, j'aurais pu décrire carrément ce qu'était que mon objet utilisateur, mais dans cette API-là, il se trouve qu'il n'y a pas que ce endpoint-là qui retourne un user. En fait, j'ai aussi un endroit où je veux lister tous mes utilisateurs, j'ai un endroit où je veux obtenir les informations d'un utilisateur. Et donc si je devais à chaque fois décrire ce qu'est mon utilisateur, je dupliquerais toute cette partie-là. Et donc dans OpenAPI, alors, ça provient du schéma qui est en dessous d'OpenAPI, qui est utilisé par OpenAPI, qui s'appelle JSON Schema. On a une mécanique de référence qui permet d'aller... c'est très bizarre comme vibration. Donc 5 minutes, très bien. Qui permet d'aller réutiliser plusieurs fois un même schéma. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est que ce schéma,
là aujourd'hui, on l'a mis dans le même fichier, donc il est dans component/schéma. Mais il pourrait tout à fait être dans un fichier extérieur à cette spec-là. L'intérêt de ça, c'est si vous avez par exemple deux API, alors, potentiellement des centaines, mais prenons l'exemple simple, vous en avez deux. Une API back-end qui lisse avant les utilisateurs, une API front qui lisse aussi les utilisateurs. Vous allez pouvoir extraire votre schéma utilisateur d'un fichier à part et venir pointer dessus à partir de votre spec OpenAPI. On a parlé de comment est-ce qu'on écrivait, enfin qu'est-ce que c'était. On va parler vite fait de comment est-ce qu'on la génère, comment est-ce qu'on l'écrit. Alors il y a deux grandes approches là-dessus, une code first, une design first. Le principe de code first, ça va être de dire on part du code et on génère la spec. Il y a plein d'outils qui vous permettent de faire ça dans à peu près tous les langages, tous les frameworks. Je ne vais pas rentrer dans la liste de ces outils-là parce qu'elle est vraiment gigantesque, mais le principe est vraiment de dire le code fait foi et on génère la spec après. Alors ça, c'est quand ça marche bien. En vrai, dans les faits, c'est souvent pas vraiment le code qu'on lit, mais des annotations, ce qui fait qu'on se retrouve finalement à écrire notre spec, mais directement dans le code. Donc l'autre aspect, l'autre façon de faire, c'est de partir du principe qu'on commence par écrire notre spécification et qu'ensuite tout le reste va s'enchaîner derrière. Donc il y a plein de types d'éditeurs, vous pouvez en avoir dans votre IDE préféré, c'est sûr que vous avez une extension qui existe pour OpenAPI. Il y a des éditeurs qui sont vraiment dédiés à ça. Il y en a un qui est complètement WYSIWYG au sens où vous n'avez même pas besoin de connaître OpenAPI, il s'appelle Stoplight Studio, dans lequel vous décrivez vraiment votre API et derrière Stoplight va générer de l'OpenAPI pour vous. Si vous voulez vraiment mettre les mains dedans, moi j'aime beaucoup Insomnia, où en fait c'est un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'on écrit vraiment notre spec à la main, mais il y a plein d'outils qui viennent vous aider. Après c'est pareil, là il y a énormément d'outils, donc à vous de trouver le bon, celui qui correspond le mieux à votre approche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi énormément d'outils qui existent pour venir consommer cette spécification. Alors le premier exemple qui nous vient tous à l'esprit, c'est l'aspect documentation, on en parlait tout à l'heure. C'est d'ailleurs, je réalisais énormément d'interviews dans le cadre de notre projet Bump. En fait, la première raison pour laquelle les gens créent une spec, souvent c'est pour générer de la documentation. Donc il y a plein d'outils, les plus connus sont Redoc et Swagger UI, il y en a en mode SaaS aussi, à vous de choisir le bon, mais globalement on se trompe toujours à peu près sur, voilà, on va générer à partir de ces specs, on va la transformer en un outil, enfin une UI humaine que n'importe quelle personne va pouvoir lire. Le deuxième outil qui est intéressant, c'est le linter. Alors, à la base, vous allez mettre un linter pour vérifier que la spec que vous écrivez, elle est bonne, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il y a des outils qui sont plus que des linters, qui vont vous permettre de décrire des règles très précises sur, non pas comment mon fichier correspond à la spec, mais est-ce qu'il correspond bien à des règles qu'on se fixe dans notre boîte. Typiquement, je veux que tous mes attributs de tous mes endpoints soient toujours en camel case, et ben, je vais pouvoir le mettre dans mon outil. Cet outil, c'est Spectral. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, c'est un très très bon outil. À partir de votre spec, vous pouvez générer des serveurs de mock qui sont très, très intéressants. Si vous écrivez aucune ligne de code et juste à partir d'une spec, on est capable d'imaginer, enfin de tester un serveur qui réagirait exactement comme l'API que vous avez designé dans votre spec. Vous pouvez faire du testing automatique. Microx, c'est un excellent outil qui est fait par des Français et qui fonctionne pour les API type REST, mais aussi Event Driven, SOAP, gRPC et GraphQL. Donc les mecs qui sont en train de supporter à peu près tout l'écosystème API. Évidemment Postman qu'on connaît très nombreux à connaître. Et une partie que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez réutiliser votre spec OpenAPI dans vos propres tests. C'est un exemple d'un bout de code qu'on a écrit il y a quelques années de ça, où en gros j'ai une spec en Ruby où je teste que quand je fais un get sur devices, on me retourne bien un objet device. Donc mon API me retourne un statut HTTP OK. Et ici, j'expecte que la réponse match le schéma device qui est dans ma spec. C'est-à-dire que si je change ma spec et que le code n'est pas mis à jour, automatiquement tout de suite je vais réussir à avoir un test qui fail. Vous pouvez générer des clients à partir de vos clients d'API à partir d'une spec. Alors, théoriquement, vous pouvez. En vrai, dans les faits, à chaque fois que j'ai testé ce truc-là, ça a toujours généré un code absolument dégueulasse. Je ne doute pas qu'un jour on y arrive. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Vous pouvez faire du change management à partir de vos specs. Il y a de plus en plus d'outils qui le font. Évidemment, j'ai parlé d'une autre, mais il y en a un paquet. Bref, le tooling, il est gigantesque.
Il y a un site qui répertorie tout ça, c'est openapi.tools. Si vous cherchez quelque chose, allez voir là-dessus, vous trouverez forcément votre bonheur. Il est super bien maintenu, c'est toujours à jour, enfin voilà, c'est vraiment très très chouette. Là, j'ai parlé que du REST. En 15 minutes, c'est toujours un petit peu light, mais évidemment, il y a d'autres types d'API que les API de type REST. Alors, je mets de côté tout ce qui est GraphQL, gRPC, SOAP. Il y en a qui connaissent SOAP encore ici? Parce que tout ce type d'API-là viennent dès le début avec leur propre DSL, c'est qu'on ne peut pas faire aujourd'hui une API GraphQL sans avoir le schéma. Donc, elles ont tout un schéma. Tout ce que je viens de dire avant, ça s'applique aussi, mais le tooling existe déjà. Là où il y a eu un gros trou dans la raquette pendant un certain paquet d'années, c'est sur les API de type event-driven ou message-driven. Où en fait, donc j'entends tout ce qui part du principe qu'il y a un tuyau, on envoie des messages dedans, il y a des gens qui écoutent de l'autre côté. Donc WebSocket, MQTT, Kafka, etc. Pendant des années, ce type d'API qui ont les mêmes principes, on n'avait pas une manière commune de pouvoir les décrire. Et en 2016, il y a un gars qui s'appelle Fran Mendez qui a créé une nouvelle spec qui s'appelle Async API, où ils se sont dit, on va reprendre toutes les mécaniques d'OpenAPI qui sont bonnes, tout n'est pas bon dans OpenAPI, mais il y a des fondamentaux qui sont bons, et on va les adapter pour l'environnement event-driven. Donc concrètement, dans une spec Async API, vous allez vous retrouver avec exactement la même structure que dans une spec OpenAPI, donc avec le bloc info, le bloc serveur, le bloc component, tags, security que j'ai oublié ici. Et ce que vous n'aurez pas dedans, c'est pass et webhooks, parce que ce n'est pas adapté, qui sont remplacés par channels. Et concrètement, si on rentre dans channels ici, on va voir, donc ici j'ai un channel hot dog dans lequel je reçois à chaque fois que mon système a découvert un hot dog. Ceux qui ont regardé Silicon Valley peuvent se souvenir de pourquoi. Et ici, on décrit que sur ce channel-là, je vais pouvoir subscribe et quand je recevrai un message, il sera de cette forme-là. Donc vous voyez, ça ressemble énormément à ce qu'on a vu côté OpenAPI, mais adapté à un univers qui maîtrise des concepts qui sont très différents. Vous allez globalement trouver à peu près les mêmes types de tooling que sur OpenAPI. À une différence près, c'est que la communauté Async API essaie vraiment de leader le truc, donc ce qui fait qu'on trouve des outils qui sont très cohérents, beaucoup plus que dans l'univers OpenAPI. Alors, comme la spec est plus récente, et ben forcément c'est encore en cours, mais par contre ils sont incroyablement bons et moi j'en attends vraiment beaucoup. Donc vous pouvez aller voir sur leur site web, sur la page tooling, vous trouverez tout votre bonheur là-dessus. On a parlé spec. C'est super. Donc là, on se retrouve globalement avec, on sait générer notre spec, on sait mettre, plugger des choses dessus. Il y a, à mon avis, quelque chose qui manque dans tout ce que je vous ai dit là. Avoir une spécification, c'est bien, mais pour qu'elle fonctionne vraiment, pour que ça ait du sens, il faut la considérer comme un réel contrat. Ça veut dire qu'en fait, on veut utiliser cette spec, non pas comme juste un moyen d'informer les gens, mais en la transformer en notre source de vérité unique, le contrat qui est passé entre tous les acteurs et humains et tooling de votre écosystème, et que s'il y a quelque chose qui ne matche pas avec la spec, c'est qu'on a un problème et on doit soit faire voler la spec, soit faire voler le tooling, mais en tout cas pas accepter ce truc-là. Si vous faites ça, vous vous retrouvez à la fin avec d'un côté une source de vérité qui est partagée, non négociable, où tout le monde sait où elle est, des outils de documentation, du test, des clients, des process de design review, etc., qui sont super fluides et qui, là encore, ont un seul objectif extrêmement clair. Et pour moi, le plus important de tout ça, c'est qu'en mettant ce genre d'outils en place, en le mettant correctement en place, vous allez améliorer le workflow entre les différents êtres humains qui évoluent dans votre écosystème. Et je boucle avec ce que je disais au tout début tout à l'heure. S'il y a bien une chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce sont des êtres humains qui construisent nos API. Donc c'est, à mon avis, la partie la plus importante de tout ça. Merci. C'était... Juste avant de prendre quelques questions, on a le temps. Je suis pas sûr qu'on ait le temps. On n'aura pas le temps. Voilà, je vous le mets ici, on fait des interviews vite fait pour faire évoluer Bump. Si vous utilisez d'OpenAPI ou de l'Async API, on est ravis de pouvoir discuter avec vous. Donc vous envoyez un petit mail à hello@bump et on a créé une vraie bière qui s'appelle la REST API et on en offre avec plaisir à ceux qui nous aident. Donc voilà. Bonne journée.